Pour répondre sur l'extrême droite, je vais d'emblée mettre les pieds dans le plat et ne pas trop tourner autour du pot. L'extrême droite, au moins depuis 1945 et plus encore depuis mai 68, est une invention du gauchisme sous sponsoring atlantiste, soit de la droite d'affaires, ce que j'appelle la banque, pour cacher que le national-socialisme était socialement de gauche. Ça aussi, c'est une des clés de compréhension de tout ce qui se joue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. En tant que national-socialiste français, ça m'agace d'être rangé à l'extrême droite, qualificatif qui désigne pour moi les néoconservateurs, les impérialistes américano-sionistes et le pouvoir bancaire international. Donc, ma réponse, c'est que je ne suis pas d'extrême droite, je suis national-socialiste, mais on peut considérer que c'est pire. J'ajouterai, pour qu'on ne me prenne pas juste pour un provocateur, un national-socialiste français, sans besoin de recours à une théorie raciale pour des raisons d'espace vital, ce qui correspondait à la situation allemande, l'idéologie découlant souvent de la géographie. Je suis national-socialiste à la manière d'Hugo Chavez, soit, compte tenu du contexte actuel de domination par le mondialisme militaro-bancaire, un authentique homme de gauche, comprenne qui voudra. Je vous laisse juge de l'honnêteté de chacun et de la grossièreté de mes adversaires. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Martin Eden, et aujourd'hui on va continuer la lecture du Que sais-je sur les fascismes, sur le national-socialisme. La dernière fois on a vu l'avènement du nazisme, parce qu'on le répétera, national-socialisme est égal fascisme à un moment donné, bien que certains sur internet ont du mal quand même à établir des notions simples, chers amis, en se cachant derrière des conneries. Enfin bref, même quand on se dit c'est le national-socialisme français. Enfin bref, je ne vais pas refaire l'intro, vous connaissez, et les choses tombent dans mon bureau. Effectivement, c'est les aléas de l'enregistrement. Donc après l'avènement du nazisme, on va parler de la figure centrale qui est dans la vignette, qu'est Adolf Hitler. Voilà, Adolf Hitler. Voilà. En plus, je suis en train de potasser les versions critiques de Mein Kampf, enfin très intéressant d'ailleurs. Enfin bref, c'est pas le sujet, on continue. La personnalité de Hitler a fasciné le peuple allemand avant d'intriguer nombre d'historiens. Les crimes affreux qu'il a ordonnés ou laissés commettre l'ont fait taxer de folie sanguinaire. C'est une vision caricaturale effectivement. L'autopsie de son cadavre a révélé qu'il était affligé de malformations sexuelles, génératrices d'apathie et d'aspiration à la grandeur. Sans déconner, c'est vrai ça? Je relis le truc avec vous. Hein. C'était un psychonévrotique à la limite de la schizophrénie. Mais si sa névrose s'est aggravée avec les défaites, je pense aussi la coke n'a pas dû aider, il était parfaitement capable de logique et d'efficacité. L'ombre demeure sur toute sa période de formation, bien qu'il ait donné de nombreux détails dans Mein Kampf. Il n'a jamais écrit de lettres ni de journal. Il faut le saisir dans ses discours, ses directives, ses propos de table, ses rapports humains. Il a eu probablement une enfance à la fois aisée et difficile, entre un père autoritaire et une mère super protectrice. Artiste raté, bohème, il a acquis dans l'armée allemande, dans laquelle, bien qu'autrichien, il ait fait écho à la guerre de 14-18, le sens de la hiérarchie et de la discipline. Il s'est toujours vanté de la quantité énorme de ses lectures, Nietzsche, Schopenhauer, Mommsen, par centaines de kilos. Mais sa bibliothèque ne comptait que 1500 volumes, dont pas un seul n'était réellement un classique ou scientifique. Cependant, doué d'une excellente mémoire, il étonnait parfois ses convives par une soudaine érudition dans le fatras monotone et ses interminables monologues. Il fait preuve d'une intelligence doctrinaire et simplificatrice. Rusé, habile, possédant à froid l'art du mensonge et de la dissimulation, il est parfois lent à prendre ses décisions après d'interminables consultations avec ses proches. Mais il est capable aussi de détermination soudaine due à une sorte d'illumination. Il se montrera un parfait opportuniste pour saisir les occasions à sa portée. Condition obligatoire de la politique, je pense. Il fait preuve d'une insensibilité totale à l'égard des souffrances qu'il inflige à ses semblables, tout en étant très préoccupé par sa sécurité et ses propres misères, et en manifestant beaucoup de bonté à son chien. Je pense qu'il avait une carrière dans le YouTube Game. Ce cynisme misanthropique a tué en lui toute chaleur humaine. Spence a remarqué que, omnibulé par l'éternité des monuments colossaux, il se manifestait aucun intérêt pour les zones d'urbanisation, mais c'est un fait qu'un étonnant magnétisme et une apparence totale confiance dans sa mission déchaînaient l'hystérie dans les foules auxquelles il se prêtait. Au commencement du Troisième Reich n'était pas le verbe, a écrit Herbert Lüthi, mais un cri jailli du monde zoologique. Cependant, Hitler possède d'incontestables qualités de chef. Il sait imposer son autorité aux récalcitrants,
désorganiser l'opposition, intimider et neutraliser ses adversaires. Ainsi, aussi bien fut-il de plus en plus convaincu de son infaillibilité. Qualité infaillible. Hitler est avant tout un nationaliste. Son ambition signifie pour lui dévouement à l'Allemagne qu'il attaque lui fait une injure personnelle. Pas très français cette phrase. Il se considère comme un idéologue doublé d'un prophète. Vu la période actuelle où les prophètes, tu tapes dans un parpaing, il y en a 25, c'est peut-être pas non plus une bonne nouvelle. En fait, sa doctrine est un manteau d'arlequin fait d'emprunts divers, sans originalité ni cohérence. Elle sert à habiller un opportuniste foncier poussé jusqu'au nihilisme, jusqu'au pari tout ou rien. Mais très tôt, il a formulé des objectifs politiques précis, qui n'ont guère varié, et dont les 3 thèmes essentiels étaient l'antisémitisme, l'anti-bolchevique et l'expansionnisme. Voilà. Jekyll parle d'un esprit de suite finalement autodestructeur. Ce qui en fait un personnage historique d'une dimension exceptionnelle, c'est sa doctrine et son comportement qui se sont greffés sur un terrain bien préparé psychologiquement et socialement. Il va orchestrer pour les masses des thèmes dont il n'est pas l'auteur, mais qui formaient le fond du nationalisme allemand et auxquels les circonstances prêtaient une singulière force persuasive. Aussi bien ce solitaire, incapable d'un travail régulier, que l'excitation oratoire agite de transe d'épileptique sera ce sombre génie dont parlait De Gaulle. Porté au pouvoir par une forte minorité, alors que je suis sûr qu'il pensait parler au nom de la majorité silencieuse, très ironique. Ses succès l'identifieront à la nation allemande. Sans lui, le national-socialisme ne serait pas ce qu'il a été. Fin du passage. Donc voilà, c'est... Alors je rappelle que c'est même pas un livre militant, c'est un que sais-je. Et quand je le lis et quand je le potasse, notamment le dernier épisode sur l'avènement du fascisme, je suis assez surpris du niveau de... ouais, ça casse des culs quoi, le gars il est pas là pour déconner, il est pas là pour raconter des conneries, il va direct à l'essentiel, c'est ce que j'aime aussi dans les que sais-je. Donc je sais déjà dans les commentaires ça va plaire, oui, c'est pas objectif, c'est... En fait, Henri Michel, c'est un woke, islamo-gauchiste, etc. Allez, je suis allé dans les commentaires, ça me fait plaisir, et puis c'est bon pour le référencement. Mais voilà, je rappelle toujours encore que ce n'est qu'un que sais-je, ce n'est pas un livre militant. C'est sale pied en plus. Et déjà, le constat est assez édifiant, je pense. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag, bisous à vous!